Entre fauves de Colin Niel, publié aux éditions du Rouergue. Konjima. La sangle du fusil de mon père me lacérait l'épaule tandis que je marchais, le cœur battant, poussé par la détermination, mais freiné par la peur de rencontrer le monstre. Je guettais le moindre signe, les cris des outardes, le bruit des taillis secoués par le vent, les traces laissées par la faune dans le sol terreux, antilopes, carnivores, serpents. C'était une dépression en haut des basses collines, une sorte de petit plateau, sec et poussiéreux, largement dégagé, avec juste ce qu'il fallait de forbes et de broussailles pour pouvoir se cacher. Le chasseur professionnel avait choisi cet endroit, m'avait expliqué Riatois, pour que ses clients puissent venir y tuer le lion sans difficulté. Demain peut-être, ou après-demain, quand l'envie lui prendrait de venir ici, en 4x4 évidemment. C'est ainsi que chassaient les Blancs. Tout était très organisé, il ne fallait prendre aucun risque. On racontait même qu'ils emportaient plusieurs carabines par sécurité au cas où un client raterait son tir. Le gouvernement espérait que sa décision d'autoriser la chasse du lion problématique ne s'ébruite pas trop, disait-on, pour ne pas ternir l'image de la Namibie, parce que nous avions besoin des touristes et de l'argent des autres pays pour développer le nôtre. Mais pour ce qui concernait le Kaokoland, en matière de discrétion, c'était raté. Le bruit avait couru de village en campement. Imbas, Herreros, Damaras, toute la région savait désormais qu'une Française logeait depuis la veille au camp de chasse où travaillait Riatois. Apolline. Il est déjà plus de 17 heures lorsque nous commençons à suivre les traces du lion. J'avance en première ligne, le cœur battant, main gauche en serrant la poignée de mon avail. Luce est au même niveau, à ma droite, son 470 entre les doigts. Papa, le pisteur, et le Imba marchent derrière. Cette fois, nous y sommes vraiment, je me dis. Ni affût, ni appât, une chasse à l'approche, digne des récits de John H. Hunter. L'humain face au félin. On foule le sable, puis les herbes hautes, qui nous offrent un semblant de couvert. Les empreintes sont larges et nettes, faciles à distinguer. Elles disparaissent par endroits quand la pierre devient dominante, mais à chaque fois nous les retrouvons quelques mètres plus loin et reprenons notre avancée. Le soleil rayonne au-dessus des crêtes, jette des ombres immenses sur le sol rouge, comme si celui-ci allait prendre feu. On est à bon vent. Sans doute le fauve sait-il que nous sommes sur sa trace, mais au moins il ne peut pas nous sentir. La trace ondule du haut de la pente jusqu'au pied des ronciers, puis s'enfonce entre les acacias. On pénètre alors dans cette étrange taillis, cerné par des bosquets inextricables. Les doigts crispés autour du grip de mon arc, j'inspire profondément. Peut-être est-ce mon imagination qui s'emballe, mais je sens la présence du lion. Il est là, quelque part dans ce bush épais. Il peut apparaître à chaque détour, nous attendre derrière chaque fourré. En vrai, j'ai l'impression d'entendre son souffle, de le sentir sur ma peau comme s'il était à quelques centimètres de moi. Et alors, plus que jamais lors de mes autres chasses, je prends conscience des rapports de force. Nous avons nos arcs et nos carabines, nos artifices d'humains. Mais le lion, lui, il a tout le reste. Son ouïe, son odorat, sa connaissance des lieux, tous ses sens affûtés par des générations de prédateurs du désert. Ces sens que peut-être possédaient encore nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avant de quitter les bois.
Dans l'équipe, il n'y a plus de place pour la légèreté. Tout le monde est concentré sur la traque. Une tension latente nous lie les uns aux autres. Papa a cessé ses blagues. Le PH parle à peine. Le Imba ne me jette plus le moindre regard, les yeux dans les branchages. Le pisteur semble avoir disparu tant il est silencieux. Par moments, Lutz lève la main. Je me fige et me prépare à engager une flèche. Puis il me fait signe de me remettre en marche. 30 minutes passent ainsi, silencieuses et tendues. Nos pas dans ceux du félin. Jusqu'à ce que l'Allemand m'arrête et chuchote. « Look, là, derrière le buisson. » On se baisse pour mieux permettre aux pailles de cacher nos silhouettes. Les autres se tiennent derrière, à distance raisonnable. « You see ?» Je plisse les yeux, mais j'avoue, je ne vois rien d'autre qu'un paquet de branches entremêlées, de feuilles rabougries plus jaunes que vertes, d'aiguilles pointées dans tous les sens. J'attends. Quelque chose bouge alors dans mon champ de vision, une ondulation tout près de nous. 30 mètres, je dirais. Je me concentre dessus et enfin, je distingue un toupet de poils noirs au bout d'une queue couleur de sable. C'est la seule chose qui dépasse du buisson d'épines. La queue du lion. « Waouh !» je murmure, grisé par l'adrénaline. « C'est canon !» À cet instant, il semble à portée de flèche, avachi dans les graminées et le vent est avec nous. Mais on voit qu'une infime partie de son corps, à peine peut-on deviner son arrière-train. Toutes les zones vitales sont cachées par la végétation. Tirer à l'aveugle à travers les branches, ce serait du suicide. Il sait qu'on est là, chuchote Lutz. Le PH observe les arbres qui nous entourent, cherche un moyen de mieux l'approcher, en restant à bon vent. Mais le fauve ne lui en laisse pas le temps. D'un coup, la queue disparaît derrière les fourrés et nous parvient le son étouffé d'une foulée dans le sable. On y va!